Vous savez que les problèmes liés à l'administration et plus généralement à la bureaucratie sont d'actualité. Ils l'ont sans doute été depuis toujours, mais depuis qu'il existe des régimes démocratiques, c'est un enjeu lors des élections. Lors de la récente campagne électorale française, vous avez entendu différents candidats évoquer le sujet, les uns défendant la fonction publique, on peut dire plutôt les candidats de gauche, augmentation par exemple de 100 000, 200 000 fonctionnaires, d'autres au contraire, plutôt à droite, prônant la suppression d'un demi-million de fonctionnaires, certains allant même encore plus loin, l'objectif étant de dégraisser les rouages de l'État parce qu'on les considère comme partiellement superfétatoires, donc inutiles, voire parasites, même si ce n'est pas dit, et qu'ils constituent dès lors un poste important de la dette de l'État français, et qu'il fallait se recentrer vers la promotion du secteur privé qui serait, lui, créateur d'emplois. Ce n'est donc pas par hasard qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet qui n'était peut-être pas très présent jadis, celui de l'administration de l'Empire romain du 1er au 5e siècle, donc de notre ère, par définition, et de ne pas me limiter à un cours d'histoire des institutions classique comme on le faisait jadis. Le cadre que j'ai choisi, l'Empire romain, se situe, comme vous le savez, après Jésus-Christ, et j'ai décidé aujourd'hui de partir du règne de Tibère, donc après la mort d'Auguste en 14, et de m'arrêter à la fin de l'Empire romain, donc dans la deuxième moitié du 5e siècle de notre ère, la date traditionnelle étant 476, comme vous le savez. Mais ces dates, en tout cas la dernière que je viens de citer, et je le répéterai certainement dans le cadre de mon exposé, n'a pas vraiment de sens, car on va voir que des travaux récents ont montré qu'il n'y avait pas de rupture nette, comme on l'affirmait jadis, entre d'une part l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge. Mon exposé, tout à fait logiquement, suivra un ordre qui est un ordre classique. Dans un premier temps, je vais envisager le Haut Empire, c'est-à-dire les 2 premiers siècles de notre ère, en allant jusqu'au Sévère, disons, en 235, et puis la deuxième partie couvrira le Bas Empire ou l'Antiquité tardive, c'est-à-dire les 3e, 4e et 5e siècles après Jésus-Christ. Chaque fois, j'envisagerai 2 volets. D'une part, l'organisation de l'administration centrale et ensuite celle de l'organisation provinciale. Finalement, j'aboutirai à une conclusion où il sera question, justement, de périodiser l'histoire
l'histoire de l'administration, non plus de l'Empire romain, mais du premier millénaire de notre ère. Je commence donc par le Haut Empire et par l'administration centrale. L'administration centrale à Rome, depuis le décès d'Auguste, est constituée d'un noyau dur qui est le Conseil du Prince, qui est l'organe décisionnel, même si, en dernier ressort, c'est bien entendu l'empereur qui, lui, décide et tranche, mais ce Conseil du Prince est essentiel. Il est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui un gouvernement. La notion de conseil reste présente dans un certain nombre de pays. En Belgique, on parle de conseil du gouvernement, de conseil des ministres. En France, on parle de conseil des ministres présidé par le président de la République. Mais si vous prenez le cas de l'Italie, on parle du président du conseil. On ne parle pas de Premier ministre. Et le Conseil, c'est vraiment le lieu où les choses se décident. Ce Conseil est constitué de personnes sûres, de personnes de confiance, qui entourent le prince, l'empereur. Donc, si je parle de prince ici, c'est parce que je fais référence au système de gouvernement qui a régi l'Empire romain pendant ces 2 premiers siècles, à savoir le Principat. Puisque, à l'époque du Bas-Empire, on parle plutôt de dominat. Le premier terme venant du terme princeps, qui en latin veut dire le premier, et qui a donné en français le mot prince, tandis que le terme domina vient du terme dominus, qui lui renvoie à une notion de monarchie absolue, alors que le Principat est une monarchie absolue déguisée sous la forme des institutions républicaines. Le Principat garde en tout cas les formes. Le Conseil du Prince, donc, va être formé de ceux que l'on va appeler des comites. Comites, ça veut dire littéralement les compagnons du prince. Le mot comites est à l'origine d'un mot qui sera utilisé au Moyen-Âge, ce sera celui de comte. Les comtes qui, à l'époque mérovingienne, à l'époque carolingienne, sont des hauts fonctionnaires qui gouvernent les provinces. Ce sont encore des fonctionnaires. Par la suite, lorsqu'à partir du Xe siècle vont naître les principautés territoriales en Occident, les comtes, comme les ducs, par exemple, seront autonomes du pouvoir central, ne seront plus des fonctionnaires, mais eux-mêmes seront d'une certaine manière des petits rois, des petits souverains, puisque les pouvoirs régaliens seront entre leurs mains, c'est-à-dire l'armée, les finances et la justice. Revenons maintenant au début de notre ère. Le prince est donc entouré comment dirais-je, de compagnons, donc de camarades, si vous voulez, mais qui sont en fait des ministres, on peut le dire, même s'ils n'ont pas encore, comme à l'époque du Bas-Empire,
des fonctions bien définies, ils sont là vraiment pour conseiller le prince. D'ailleurs, cette notion de consilium, on va la retrouver dans le droit féodal, là, dire le comte, le duc, le roi, à l'époque féodale, au Moyen-Âge, et ils sont encore entourés d'un conseil. À l'époque de Louis XIV, il y a plusieurs conseils, conseil privé, conseil d'État. Dans nos régions, à partir de Charles Quint, on parle des 3 conseils collatéraux. Donc vous voyez, la notion de conseil, étymologiquement, renvoie vraiment à l'idée d'échanger des idées avant que soit prise une décision. C'est vraiment ça, au départ. À côté de cet organe décisionnel, vous avez ce qu'on appelle les préfets du prétoire. Ce sont des personnages très importants, on peut même dire que ce sont les seconds personnages de l'État, et certains d'entre eux, d'ailleurs, ont un rôle tout à fait prééminent dans le gouvernement d'Empire. Je pense en particulier à ces gens, à l'époque de Tibère. Je pense également à Tigelin, à l'époque de Néron, ou plus tard encore, beaucoup plus tard, à la fin du Haut Empire, à Dion Cassius, que nous avons déjà vu comme historien dans un cours avant les vacances de Pâques. Au Conseil, vous allez avoir progressivement des personnages qui vont jouer un rôle d'experts. Ce sont les jurisconsultes. Alors les jurisconsultes, ce sont des juristes, ce sont des spécialistes des lois qui sont compétents parce qu'ils connaissent le droit, ils connaissent la jurisprudence, et donc ils ont un rôle essentiel dans la formulation des décisions qui vont être prises de telle manière qu'elles soient applicables dans une juridiction totale quelconque, voire dans la totalité de l'Empire sur une matière précise. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau de l'exécution. Vous voyez, j'ai distingué d'une part ce qui est de l'ordre des organes décisionnels, et maintenant on va passer à l'exécution. Vous allez me dire, oui, mais les préfets du prétoire sont eux-mêmes des exécutants, mais ce sont aussi des décideurs. Donc ils sont à cheval sur les 2 catégories. Alors, l'exécution des décisions revient au bureau du palais. Alors, à cette époque-là, déjà, il y a donc une administration qui entoure l'empereur et qui est chargée de récolter les informations, la correspondance, d'archiver, de recevoir les suppliques, de préparer les dossiers, donc une véritable administration au sens où nous l'entendons aujourd'hui. L'administration a une fonction essentiellement de relais. Elle sert, je dirais, d'interface entre le pouvoir et les citoyens, ou les sujets, ça dépend du lieu de l'Empire où l'on se trouve, et donc ont une mission tout à fait essentielle. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui traiter de ce sujet-là. Parce que, souvenez-vous de vos cours d'enseignement secondaire, on vous a bien entendu parler des institutions romaines, vous vous souvenez certainement du fameux cursus honorum où il y avait des magistratures à une échelle des magistratures sur laquelle on montait pour arriver finalement consul, mais on ne vous parlait pas de l'administration. Or, c'est une grave erreur. Comment voulez-vous que dans un empire aussi vaste que celui de l'Empire romain, comment voulez-vous que les décisions puissent être, comment dirais-je,
exécuté et respecté si vous n'avez pas un personnel plus ou moins nombreux. On va reparler tout à l'heure de l'aspect pléthorique, entre guillemets, de ce personnel administratif sous le Bas-Empire. On va voir s'il correspond à une réalité ou à une légende quand on le compare à d'autres périodes de l'histoire. Alors, quels sont ces bureaux au palais? Ils sont au nombre de 5 à l'époque du Haut-Empire, donc au 1er et au 2e siècle. Il y a tout d'abord un bureau qui s'occupe de la correspondance. On y est appelé d'un terme latin qui est ab epistulis. Epistula ou epistola, ce sont évidemment les lettres, et epistola a donné en français le terme épistolaire. Je ne vous l'apprends pas, donc vous retiendrez facilement ce mot, même si vous n'avez pas fait de latin. Donc, il y a d'abord le bureau ab epistulis qui s'occupe de réceptionner, de recevoir et de répondre à la correspondance. Il y a ensuite un autre bureau qui s'appelle le bureau a libellis. Alors, ce qu'on appelle les libelles, si on traduit littéralement, ce sont les suppliques qui sont envoyées directement à la cour, à l'empereur, et qui nécessitent des réponses. Il y a ensuite un bureau que l'on appelle a rationibus. Ratio, en latin, signifie, entre autres choses, compte. C-O-M-P-T-E, un compte. Autrement dit, c'est un bureau qui s'occupe des affaires financières. Vous avez aussi un bureau a studiis. Studium en latin veut dire l'application, le devoir. Ici, il faut entendre un bureau qui s'occupe de la préparation des dossiers, administratifs et techniques en particulier. Enfin, est mis en place, ou va être mis en place plus tard, c'est à l'époque d'Adrien, sauf erreur de ma part, un bureau que l'on appelle la memoria. Là, vous comprendrez tout de suite, la mémoire, autrement dit, c'est le bureau qui s'occupe d'archiver les décisions de l'empereur, ce que l'on appelle les rescrits, c'est-à-dire les documents qui ont donc force de loi, ce sont des ordonnances, des édits, autrement dit. Donc vous voyez qu'avec ces 5 bureaux, avec la création de ces bureaux, on assiste véritablement à, non pas la création, parce que certains de ces bureaux existaient déjà à l'époque d'Auguste, mais à la mise en place, au renforcement d'une administration, je dirais, moderne, puisque on voit que à partir d'un pouvoir exécutif, le pouvoir exécutif et législatif, le Conseil du Prince, vous avez répond à un pouvoir qui est chargé, c'est pas un pouvoir, c'est-à-dire une administration qui est chargée de faire suivre les informations auprès de l'empereur, qui a des bureaux qui lui permettent également de répondre à des suppliques, puisque lui-même considère qu'il est au sommet de toute la hiérarchie impériale, et que donc les choses doivent avoir la possibilité de pouvoir accéder à sa personne directement. C'est chez lui également, dans ses administrations, que les dossiers sont gérés, classés ou pas classés du tout, c'est-à-dire mis à la poubelle. Où est-ce que c'est? C'est comme partout, il y a des urgences, il y a des choses qui ne sont pas urgentes, il y a des choses qui restent sur le bureau parce qu'on estime que, bon, on n'en voit pas tellement l'intérêt. Et donc, on a le début, en tout cas pour nos régions, de ce qu'on peut appeler
en Occident une véritable bureaucratie. Je dis le début, il y avait déjà évidemment des éléments de cette bureaucratie à l'époque républicaine, mais vous voyez que quand aujourd'hui on critique l'administration, on critique la bureaucratie, en fait, on critique en fait une vieille tradition qui n'est pas récente. L'administration, ce n'est pas quelque chose de récent. L'administration, c'est quelque chose qui est intimement lié au fonctionnement de l'État. Si vous ne voulez plus du tout d'administration, il faut supprimer l'État. Ceci dit, on peut imaginer des services publics qui fonctionnent sans qu'il n'y ait une autorité d'une instance supérieure qu'on appelle l'État, mais ça supposerait évidemment qu'il y ait des assemblées des citoyens qui participent directement et non plus par l'intermédiaire de représentants de la gestion de l'État. Ça, c'est un choix de société, mais en tout cas, nous en sommes loin aujourd'hui. Maintenant, passons à l'administration provinciale, à l'époque du Haut-Empire. On peut distinguer 3 voire 4 catégories de provinces qui sont gérées différemment. Au premier chef, on va mettre l'Égypte, qui est en fait un territoire à part. Car à l'époque d'Octave, après la bataille d'Actium, l'Égypte va devenir pratiquement la propriété privée de l'empereur. Alors, cette propriété privée de l'empereur, entendons-nous bien, il s'agit d'un bien public, mais qui est géré comme un patrimoine personnel. Pourquoi ? Parce que les empereurs, et Auguste en premier, se sont rendus compte que le nerf de la guerre pour gérer et tenir en main la population romaine, qui, n'oublions pas, à l'époque du Haut-Empire, disons au IIe siècle de notre ère, comprend 1 million d'habitants, c'est-à-dire c'est une mégalopole qui correspondrait maintenant à ces mégalopoles d'Afrique ou d'Amérique du Sud où il y a près de 20 millions d'habitants, toute proportion gardée, c'est la même chose, avec non pas des bidonvilles, mais enfin quelque chose qui y ressemble de près, c'est-à-dire une population très nombreuse qui peut être sujette à des émeutes, des émotions liées à tel ou tel événement. Et un événement particulier, c'est la famine, la crainte de la famine. Donc, pour pouvoir administrer Rome, il faut absolument se préserver de la famine dans la capitale de l'Empire, très populeuse, et il faut absolument contrôler donc l'approvisionnement de blé. Or, l'Égypte est par excellence cette région qui permet à Rome de s'approvisionner, de la même manière que la Sicile avait constitué d'ailleurs à l'époque des guerres puniques un enjeu majeur, parce que la Sicile, comme aussi la Tunisie, que l'on appelait dans l'Antiquité la province d'Afrique, c'est la partie septentrionale de la Tunisie, étaient des provinces essentielles, puisqu'elles permettaient de nourrir le peuple romain. Remarquez qu'à l'heure actuelle, le problème de l'emploi, ce n'est pas vraiment le problème de l'emploi qui pose problème. La preuve, c'est que vous avez entendu Benoît Hamon qui proposait donc le revenu universel. Ce n'est pas l'emploi, puisque l'emploi va être amené à disparaître de plus en plus au bénéfice des robots, etc. On prévoit des taux de chômage très très importants, d'où la proposition d'un revenu universel. Mais le problème, ce sont les revenus. Et les revenus, ça sert d'abord à se nourrir et à se loger. On soit bien d'accord. Donc c'est ça le problème majeur du pouvoir. C'est pas que la population ait un emploi, c'est que la population ait de quoi se nourrir. Parce que si vous n'avez pas des revenus de substitution, ou en tout cas des
des aliments qui vous permettent en tout cas de survivre, ben, c'est la révolution assurée. Ça, c'est tout à fait sûr. Bon, donc vous avez compris le statut particulier de l'Égypte qui est dirigé par un préfet, hein, évidemment désigné directement par l'empereur. Alors, dans l'échelle des territoires provinciaux, il y a ensuite les provinces impériales. Les provinces impériales, ce sont des provinces qui sont en cours de conquête ou qui l'ont été récemment et sur lesquelles stationnent des légions. Des légions. Donc des régiments entiers. Ces provinces impériales sont les plus nombreuses quand on les compare aux provinces sénatoriales, dont le nombre est nettement inférieur. En fait, les conquêtes à l'époque de l'Empire sont peu nombreuses. Presque toutes les conquêtes, souvenez-vous d'un cours que je vous ai fait sur la colonisation romaine du bassin méditerranéen aux 3 siècles avant notre ère, souvenez-vous de l'impérialisme romain, toutes les conquêtes se font entre le IIIe siècle et disons surtout la fin du IIIe siècle et la fin du 1er siècle de notre ère. C'est l'époque des grandes conquêtes. En Orient d'abord et en Occident ensuite. C'est l'époque des grandes conquêtes. Donc en fait, il n'y a plus eu que quelques rares conquêtes à l'époque de l'Empire. Je pense à la Bretagne à l'époque de Claude, je pense à la Dacie, donc en gros la Roumanie à l'époque de Trajan, au tout début du IIe siècle de notre ère, et enfin à d'autres territoires en Orient, à l'époque la deuxième moitié du IIe siècle. Donc on peut dire en fait qu'à partir du IIIe siècle, Rome n'est plus dans une phase de conquête, mais n'est plus dans une phase offensive, mais dans une phase défensive à partir du IIIe siècle. C'est le moment où il va falloir protéger le Limès, cette frontière, parce qu'il va y avoir des incursions de plus en plus fréquentes à partir du milieu du IIIe siècle de populations, de peuples qui viennent d'Orient, je pense surtout aux Parthes, et qui viennent en Occident, essentiellement de la frontière du Rhin, du Danube, à savoir les populations germaniques. Donc là, la situation sera très différente. Donc, à l'époque qui nous intéresse, les provinces impériales dépendent directement d'empereurs. Au moment de la conquête, c'est un préfet qui est désigné, mais après, ce préfet est remplacé par un gouverneur, un légat impérial. Ces gouverneurs ou ces légats impériaux ont autorité non seulement en matière militaire, mais aussi en matière judiciaire et en matière financière. Passons maintenant à la troisième catégorie, après l'Égypte et les provinces impériales, aux provinces sénatoriales. Alors les provinces sénatoriales, ce sont les vieilles provinces. Ce sont des provinces qui ont été conquises depuis longtemps, où ne stationnent pas des légions, mais stationnent des cohortes. Ce sont des provinces où le danger extérieur est faible, les cohortes sont là essentiellement pour le maintien de l'ordre intérieur, elles ont souvent une mission plus symbolique qu'autre chose. Parmi ces provinces sénatoriales, il y a la Bétique, il y a, donc en Espagne, il y a la Narbonnaise, dans le sud-ouest de la France, il y a l'Achaïe, qui correspond
à la Grèce, moins la Macédoine. Donc ce sont des régions qui ont un statut, je dirais, de paix. La menace ne vient pas de là. Mais il faut se dire qu'au niveau de la désignation, le mandat des gouverneurs est limité à 1 an. Les gouverneurs des provinces impériales, ils sont choisis parmi des sénateurs, des anciens consuls, des anciens préteurs, mais dans les faits, cette élection est très théorique, parce qu'ils sont tirés au sort. Souvenez-vous ce que je vous ai expliqué dans mon cours sur la colonisation romaine du bassin méditerranéen aux 3 derniers siècles avant Jésus-Christ. Je vous ai expliqué tout ça. Je vous le rappelle, sinon vous revoyez attentivement mes notes. Hein. Je vous avais déjà expliqué. Ils sont donc tirés au sort théoriquement, mais l'empereur se réserve le droit, s'il y a un candidat qui est tiré au sort et qui ne convient pas, de le récuser et de proposer son propre candidat, et de le désigner fermement. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une fiction, en fait. On est vraiment dans le système du principat où, je vous l'ai dit tout à l'heure, théoriquement, les formes républicaines sont respectées, mais dans les faits, grâce à la ruse et au génie d'Octave dans les 3 décennies qui précèdent notre ère, grâce à son génie politique, tout cela a pu passer progressivement, surtout à une époque où, à Rome et en Italie, on aspirait à la paix après un siècle de guerre civile, de guerre servile et de guerre sociale. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ça aussi. Bon. Donc, le besoin de paix est là, et c'est la raison pour laquelle les 2 siècles qui vont suivre Jésus-Christ sont appelés la période de la Pax Romana, de la paix romaine, justement. Passons maintenant pour les compétences. Ils ont des compétences judiciaires, ils ont des compétences religieuses, mais en matière financière, ils sont aidés par des questeurs, et ils n'ont pas de compétences militaires, par contre. Donc vous voyez qu'il y a une différence notable par rapport aux gouverneurs. Pas de compétences militaires. On passe à la dernière catégorie, maintenant. Ce sont les protectorats. Donc vous avez bien compris que l'échelle que je vous présente ici est une échelle qui va des territoires qui ont un statut qui est purement impérial à un statut qui est dégressif par rapport à l'empereur, même s'il s'agit, je vous ai dit, d'une fiction bien souvent, vers un statut de relative autonomie. Mais entendons-nous bien, on est bien dans un empire où c'est l'empereur qui décide. Hein. C'est l'empereur qui décide. Hein. Alors, le statut de protectorat est suivant. C'est que, surtout en Orient, quand on prend le cas de l'Arménie, quand on prend le cas de la Judée, qui est sans doute le cas le plus célèbre, pensez au fameux roi Hérode, pour ceux qui sont passés par l'enseignement catholique, ou qui même dans l'enseignement officiel ont suivi un cours de religion catholique, il est question de ce fameux roi Hérode qui vit à l'époque de la naissance de Jésus et qui a ordonné ce fameux massacre des innocents parce qu'il était annoncé dans une prophétie qu'un enfant allait naître à ce moment-là qui sera un jour le roi des Juifs. Et donc il a fait massacrer tous les enfants mâles nés ce jour. Maintenant, je reviens à mon sujet. C'est pour vous dire qu'il existe donc des protectorats. Des protectorats, il y a eu également un protectorat en Occident, mais je crois que c'est le seul cas en Occident.
c'est le cas des Alpes côtiennes. C'est un territoire qui, au 1er siècle de notre ère, a comme ça été pendant un certain temps administré par son roi, qui est devenu du coup un légat, un gouverneur d'une province particulière qui avait le statut de protectorat. Voilà. Et donc, dans ces protectorats peu nombreux, mais surtout en Orient, en Asie mineure, vous avez donc des territoires qui ne dépendent officiellement pas directement de l'empereur ou directement du Sénat. Puisque le Sénat était censé officiellement, toujours, avoir un rôle très important, mais dans les faits, hein, son rôle était secondaire. N'oubliez pas que le terme prince, le terme de princeps qui a donné le nom de principat, comme j'expliquais tout à l'heure, le terme prince est lié au Sénat. L'empereur, officiellement, n'est que le premier à voter au Sénat. C'est de là qu'il tire son titre de prince, de princeps. En tout cas, quand on remonte à la fin de la République et au début de l'Empire avec Octave. Passons maintenant au Bas-Empire, ce que l'on appelait jadis le Bas-Empire et que l'on appelle maintenant l'Antiquité tardive, parce que la notion de Bas-Empire avait quelque chose de péjoratif qui laissait supposer qu'il y avait une période d'apogée, le Haut Empire, et puis qu'après, c'est la décadence romaine. Il faut remonter au XVIIIe siècle surtout pour retrouver le point de départ de cette légende, puisqu'elle a été mise à mal par les historiens depuis une cinquantaine d'années, disons en gros, depuis le milieu du XXe siècle. Là, les deux auteurs qui ont vulgarisé et popularisé cette idée de décadence, c'est Montesquieu d'une part en France et Gibbon en Angleterre, donc au XVIIIe siècle. Et alors au XIXe siècle, les derniers siècles de l'Empire romain sont vraiment marqués du sceau de l'infamie. Et vous avez même des tableaux, des peintures où l'on voit représenter les Romains de la fin de l'Empire affalés sur des divans, étant en train de boire, en train de... voilà, et tout à fait des gens complètement décadents, quoi. C'était à la mode. C'était à la mode à cette époque-là. Maintenant, les choses ont bien changé. Je vais vous montrer en particulier un ouvrage qui remet en question tout cela. De nouveau, division de mon petit exposé en deux parties. Première partie, l'administration centrale. On va voir comment elle a évolué depuis le Haut Empire. Et puis, l'administration provinciale. Je commence donc par l'administration centrale. Les décisions dorénavant vont se prendre au consistoire du palais sacré. Le consistoire, en fait, c'est un nouveau nom pour le conseil du prince. Alors pourquoi le terme consistoire? Le mot consistoire vient de deux mots latins, sistere, qui en latin veut dire être debout, sistere, et con, qui vient de cum, qui veut dire avec ou ensemble. Alors donc le consistoire, puisque l'un d'entre vous m'a posé la question tout à l'heure, eh bien le consistoire, ça veut dire c'est un lieu où tout le monde est debout ensemble, puisqu'il y a cum, est debout ensemble, sauf l'empereur qui lui est assis. Donc vous voyez bien, on passe à une période où la fiction républicaine disparaît, puisque le prince qui était le premier parmi les égaux au Sénat, le princeps inter pares, le premier parmi les égaux, est dorénavant le premier tout court. Il y a l'empereur et puis il y a tous les autres. La meilleure preuve, c'est qu'ils sont debout pendant les réunions, alors que le prince, lui, autrement dit l'empereur, est assis, ce qui marque une nette différence. Vous remarquerez aussi qu'étymologiquement, présider une séance vient de deux mots latins, prae qui veut dire devant, et
Présidence, cedere en latin, cedeo, ça veut dire être assis. Donc un président, c'est quelqu'un qui est assis. Donc autrement dit, dans cette salle-ci, vous êtes tous des présidents, et moi je suis debout comme un ministre au consistoire de l'époque des empereurs du bas empire romain. Hein? Voilà. Donc étymologiquement, ça ne veut rien dire d'autre que cela, mais ça marque évidemment symboliquement tout un rapport différent par rapport donc à la personne de l'empereur. Donc le consistoire du palais sacré. Vous voyez qu'on a ajouté d'ailleurs au mot palais le mot sacré. Ah, on est à une époque où la hiérarchie a de plus en plus d'importance, et c'est une époque aussi où va être dressée une véritable nomenclature, ce qu'à l'époque soviétique on appelait la nomenclatura. Une nomenclature, là c'est la notitia. Alors vous allez voir dignitatum, c'est marqué en bas du document que vous avez devant les yeux, la notitia dignitatum qui veut dire la liste des dignités. Autrement dit, c'est un document dont on dispose d'ailleurs plusieurs exemplaires, qui datent du Bas Empire, qu'on a retrouvé d'ailleurs, et qui permet de connaître la fonction des hauts fonctionnaires et de connaître précisément leur ordre de préséance. Tout à l'heure, je vous parlais de présidence, mais préséance est en fait un doublet de présidence, parce que préséance, vous savez, quand on dit être assis, ou quand on dit s'asseoir, eh bien, ça a donné le mot séance. Une séance, c'est rien d'autre qu'un endroit où tout le monde est assis d'ailleurs, littéralement. Hein. Quand on dit c'est bien séance, ça veut dire c'est bien posé, c'est bien assis. Ça va? Voilà, je crois que c'est utile. Si je vous dis tous ces mots, hein, c'est pour que vous les expliquiez à vos élèves. Parce qu'il y a des mots savants comme ça, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, on m'a posé la question, mais consistoire, ben, ça veut dire tout simplement être debout ensemble. Voilà. Mais quand on connaît l'étymologie, ben alors on comprend que symboliquement c'est important. L'empereur est assis et tous les autres, par déférence, restent debout. Voilà. Mais ça fait une différence. Avant, ils étaient assis. Ça va? Bon. Je poursuis. Il faut l'expliquer à vos élèves, tout ça. Alors, ce consistoire, il comprend qui? On peut dire ici qu'il comprend vraiment maintenant des ministres. Parce que au Conseil du Prince, ce n'étaient pas vraiment des ministres, c'était des gens qui l'appréciaient, qui le respectaient, qui l'estimaient, et dont il avait besoin de l'avis. Ici, à l'époque du Bas Empire, il y a une spécialisation des tâches, des compétences pour gérer des secteurs particuliers, ce que l'on appelle aujourd'hui des ministères, même si la mode veut qu'en Belgique, on ne parle plus de ministère, on parle de services publics fédéraux, SPF, comme vous savez. Donc ne cherchez plus le ministère de la Justice ou le ministère des Finances, c'est le SPF Finances, le SPF Justice ou SPF Défense. En Belgique, il y a eu un changement de nom, c'est assez révélateur de la vision que les politiques ont des services publics et de l'État d'ailleurs. Donc, siège dans ce consistoire, outre l'empereur lui-même, le maître des milices, c'est-à-dire le chef de l'armée, le maître des offices, officium, ça veut dire la charge, les bureaux en fait. Pensez, si vous allez à Florence, le musée des offices, ça veut dire rien d'autre que le musée des bureaux. C'était les bureaux de la République florentine et des Médicis par la suite. Donc, il y a ces deux personnages, le maître des milices plutôt, le maître des offices. Vous avez également questeur impérial. Vous avez également des personnages qui sont spécialisés dans la gestion des finances publiques ou dans la gestion du patrimoine de l'empereur lui-même. Donc c'est ce qu'on appelle donc les largesses sacrées
ou d'autre part les affaires privées. Voilà. Ça, c'est au niveau du gouvernement. On peut dire que le consistoire, c'est vraiment un gouvernement. Vous pouvez utiliser ce terme-là si vous estimez qu'il ne faut pas compliquer la tâche des élèves avec des mots trop subtils, surtout quand ils sont je ne sais pas, en deuxième ou en troisième année, quand ils ont 13 ou 14 ans, vous dites qu'il y a un gouvernement qui est de plus en plus centralisé. Alors, en ce qui concerne l'exécution, maintenant, l'exécution, autrement dit l'administration proprement dite, il y a des bureaux. Alors, on avait rencontré déjà, vous vous souvenez, un certain nombre de bureaux à l'époque du Haut Empire. On avait le bureau Ab Epistulis, il y avait le bureau A Libellis, il y avait le bureau A Rationibus, il y avait le bureau A Studiis, il y avait la Memoria. C'était les 5 bureaux que je vous ai cités tout à l'heure. Maintenant, on va voir ce qu'ils sont advenus. En fait, on observe qu'il y a un réaménagement de l'administration centrale. Certains de ces bureaux fusionnent et il y en a d'autres qui sont créés, ou plus exactement, des compétences nouvelles sont ajoutées, parce que les besoins ne sont plus les mêmes, ou parce qu'un secteur a pris de l'importance. Dans ce cas-là, il y a cette division. Il y a tout d'abord un bureau qui archive les rescrits de l'empereur. C'est la fameuse Memoria que l'on avait déjà au Haut Empire. Donc c'est la mémoire de l'État, si vous voulez, les archives. Vous savez que c'est grâce aux États, au concept d'État, à la réalité des États, que les historiens peuvent travailler. Pour les populations qui n'ont pas d'État, que vous voulez faire? Que voulez-vous faire? Il y a des populations qui ont une histoire très riche, mais à propos desquelles on ne peut presque rien dire, sinon grâce à l'archéologie, sinon grâce à l'anthropologie, ou à quelques documents littéraires. Mais quand il n'y a pas d'État, les historiens sont malheureux. Quelle que soit d'ailleurs leur opinion politique, qu'ils soient pour ou contre l'État, ça n'a strictement rien à voir. Parce que l'État produit des archives. Et l'État assume, depuis l'Égypte antique, un certain nombre de fonctions régaliennes. Je vous rappelle, ces fonctions régaliennes de base, c'est tout d'abord la défense, la guerre, l'armée, ça c'est une première compétence régalienne. Il y a ensuite l'ordre intérieur, le maintien de l'ordre, la police. Troisième fonction régalienne, c'est la justice. L'État se place en tant qu'instance supérieure qui est seule habilitée, sinon par délégation, à rendre la justice. Il y a aussi les affaires étrangères. Seul l'État est habilité à prendre langue, à échanger avec des puissances étrangères, amies ou ennemies. Autrement dit, c'est l'origine de la diplomatie. Voilà, ce sont donc des fonctions régaliennes. Et on ne connaît la politique déjà des pharaons, plus tard de souverains mésopotamiens, et ensuite des Romains, des Chinois, de tout ce que vous voulez, que parce que ces États ont laissé des archives. Deuxième administration, c'est l'administration qui reçoit les suppliques et qui viennent donc des citoyens ou des sujets de l'empereur et qui y répondent. C'est la même administration qui prépare les dossiers judiciaires, étant donné de nouveau cette fonction régalienne de l'État central qui est de
rendre la justice et de dire le droit. Troisième fonction, c'est de répondre aux correspondances. La correspondance officielle, entendons-nous bien. Alors là, 2 bureaux ont été créés. Un bureau pour la correspondance avec les gouverneurs de province et pour la partie occidentale de l'Empire, c'est le bureau qui est appelé le bureau des lettres latines. Et puis à côté de ça, vous avez un autre bureau qui est destiné à répondre à toute la correspondance en grec. Le grec étant la langue véhiculaire de la partie orientale de l'Empire. Je vous rappelle, je l'ai déjà dit dans d'autres cours, que l'Empire romain est un empire bilingue, en tout cas au niveau de ses élites politiques et de ses élites intellectuelles. Il n'en demeure pas moins que, à l'est de l'Empire, le grec est la langue, la lingua franca. En revanche, avec les gouverneurs de provinces qui se trouvent dans la partie orientale, la correspondance se fait bien en latin. Pour les gouverneurs, je dis bien. Là, elle se fait bien en latin, pour les gouverneurs de province. Mais pour le reste, elle se fait en grec. Parce que le latin reste la langue qui est la langue officielle de l'Empire romain. Vous savez, à l'époque de Justinien, au VIe siècle de notre ère, à l'époque où l'Empire romain est déjà divisé en 2, la partie occidentale a même disparu, eh bien, Justinien, les codes de Justinien, les codes de droit romain sont publiés en latin. Donc le latin, jusqu'au 6e, 7e siècle, reste la langue de l'Empire romain d'Orient. D'ailleurs, dans la partie orientale de l'Empire, qu'on appelle dorénavant, qu'on va appeler nous, en tout cas, l'Empire byzantin, les habitants, les Grecs eux-mêmes, les empereurs, s'appellent romains. Le terme d'ailleurs va être réutilisé par les musulmans et par les Ottomans plus tard, après la conquête. C'est ce qui fait que les chrétiens vont être appelés des Roum. Les Roum, ça veut dire, ça vient de romain. Roum, en fait, pour les Ottomans, ça voulait dire les chrétiens grecs orthodoxes. Et ça vient de romain. L'empereur se dit, son titre, c'est pas qu'il est roi ou empereur de la partie orientale de l'Empire ou de Byzance, non, il est roi des Romains jusqu'en 1453, roi des Romains, ou basileus, qui est un terme plus précis, on ne peut pas traduire exactement par roi. Il est basileus ton Romanion, c'est-à-dire des Romains, vous imaginez, le terme romain, donc parce qu'il considère qu'il est l'héritier de l'Empire romain, c'est un empereur romain jusqu'au XVe siècle, même si cet empire romain se réduit à Constantinople, il n'y a rien de plus. Voilà, ça ce sont donc pour les bureaux. Donc vous voyez qu'il y a continuité, il y a spécialisation, il y a pu avoir donc division dans un certain nombre de cas pour répondre aux nécessités de l'administration de l'Empire aux 3 derniers siècles. Maintenant, le personnel va être plus nombreux. Le personnel va devenir plus nombreux. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ce personnel est strictement hiérarchisé et à la tête d'un bureau, d'une administration, vous avez un magistère. Magistère qui en latin veut dire un maître. Donc les maîtres, les chefs de bureau s'appellent donc des magistri. Il va y avoir un renforcement aussi du contrôle des bureaux, parce que vous savez que
Ce n'est pas parce qu'on est dans l'administration qu'on est tout blanc. Donc, il faut vérifier s'il n'y a pas de corruption, s'il n'y a pas des passe-droits, s'il n'y a pas de recherche de profit personnel, on en a aussi beaucoup parlé pendant la campagne française, et donc il y a des agents spécialisés qui sont choisis parmi eux, et même c'est une compétence qu'ils ont en général, c'est de vérifier, de surveiller la gestion, ce sont les agentes in rebus. Alors, ce n'est pas dans les mots que je vous ai mis, voilà. Alors, c'est dedans, alors il n'y a pas de problème, voilà. C'est mis ou ça, je ne sais pas, enfin je vous fais confiance si vous le dites. Hein. Alors, les agentes in rebus, ça veut dire les agents spécialisés dans les affaires. C'est ça que ça veut dire, les agentes in rebus. Spécialisés dans les affaires, littéralement dans les choses, puisque res c'est la chose hein, en latin. Vous remarquez que, curieusement, on parle toujours d'agents dans la fonction publique maintenant, on dit toujours des agents, donc vous pensez que ça vient de l'Empire romain. Parce que parfois on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça veut dire en agent? C'est pas des agents de police, hein? Et même pourquoi on dit un agent de police? Pourquoi on dit un agent? Ça vient d'un verbe latin agere ago, qui veut dire, qui a donné le verbe, qui est le mot action, hein, qui vient du super, action, qui veut dire faire, agir. Le mot agir vient directement de agere, on le comprend. Donc un agent, c'est quelqu'un qui a la compétence, le pouvoir d'agir dans quelque chose. Donc un agent de police, c'est un fonctionnaire qui a la compétence d'agir en matière de police. Donc maintenant, c'est vrai que quand on parle d'agent, eh bien ce terme remonte à l'époque de l'Empire romain. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'agents qui se posent la question, d'agents, de fonctionnaires qui se posent la question, mais enfin, le rôle d'un professeur, c'est mon rôle, et ce sera votre rôle plus tard, c'est d'expliquer évidemment le sens des mots. Parce que sinon, on utilise des mots comme ça. Vous parlez une langue étrangère, hein, sinon. Votre langue, ce n'est plus votre langue. On parle avec des mots très savants, pour justement être un bon professeur, c'est expliquer même les mots les plus courants, hein, de telle manière qu'on en comprenne bien le sens. C'est à vous que j'avais expliqué le sens du mot professeur, je crois. Hein. Non? Non, il me semble. Bon, c'est dans un autre groupe. Hein. Professeur, ça vient du mot pro, qui veut dire devant, ça vous le savez maintenant, hein, si vous dites présider, etc. Et fesseur, ça n'a rien à voir avec la fessée. Un fesseur, ça vient d'un verbe latin qui est fari, et qui veut dire en fait parler. Donc un professeur, c'est quelqu'un qui parle devant les autres. Ça vient de là. C'est ça un professeur, c'est quelqu'un qui parle devant les autres. Heureusement, à l'heure actuelle, la pédagogie ne se limite plus à faire ce que je suis en train de faire pour l'instant devant vous, c'est-à-dire parler. Mais quand vous êtes évidemment avec des élèves de secondaire, ne faites surtout pas ce que je fais, parce qu'évidemment, ils n'ont pas les moyens intellectuels de prendre des notes comme vous, et donc il faut les faire agir et les mettre en situation de construire leur propre savoir, bien sûr. Hein. Ce que je fais par ailleurs avec vous quand on fait des exercices pratiques hein, de méthodologie ou didactique, hein, bien sûr. Mais ici, je suis dans le rôle de celui qui transmet un savoir, et j'ai trouvé plus efficace de faire cours de cette manière-là pour ce type de cours précisément, hein, mais pas pour tous les cours, hein, bien sûr. Voilà. Alors, à côté de cela, vous avez l'administration provinciale. Alors, l'administration provinciale. Vous vous souvenez que quand on étudiait le Haut-Empire tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait 4 catégories de territoires. Il y avait l'Égypte, il y avait ensuite les provinces impériales, il y avait en 3e lieu les provinces sénatoriales, et enfin, il y avait les protectorats. On va voir maintenant comment les choses ont évolué pendant les derniers siècles de l'Empire romain. On observe tout d'abord qu'il y a un développement assez considérable de la bureaucratie. Le mot bureaucratie lui-même doit être expliqué à vos élèves. Bureaucratie, vous avez le mot cratie, démocratie, tout ce que vous voulez qui se termine par cratie, c'est la notion de pouvoir.
Donc la bureaucratie, c'est quand l'administration a du pouvoir et constitue d'une certaine manière un État dans l'État, alors qu'elle-même est censée être le relais des décisions d'un gouvernement. Donc la bureaucratie peut être une menace pour le gouvernement, elle peut être un frein dans la mesure où la paperasserie, les démarches nombreuses à suivre ne permettent pas le développement de l'État que l'on voudrait voir s'épanouir. C'est ce que, d'une manière générale, les libéraux reprochent aux gestions plus étatistes, plus socialistes de l'État, c'est qu'ils considèrent qu'à force d'avoir la paperasserie, des documents, etc., il n'y a plus rien qui avance, on ne peut pas licencier les gens, mais on ne peut pas non plus engager facilement les... Enfin, tout devient compliqué pour remplir la feuille de revenus en fin d'année, pour les impôts, etc. Tout devient impossible parce que la législation en matière, l'environnement, etc. devient trop compliqué. Donc ça, c'est des choix de société et il y a évidemment des balances. Il y a une balance dans l'histoire entre le... Troïsteveel, comme on dit en Belgique. Voilà, je traduis pour nos amis français qui nous écouteraient ici. Troïsteveel, c'est une expression qui comprend un mot français, trop, et teveel, c'est beaucoup trop. Donc, trop, c'est beaucoup trop. Troïsteveel. Donc, teveel, c'est du néerlandais. Voilà. Et il y en a d'autres qui considèrent, au contraire, il faut renverser les contrôles parce que, bon, il y a trop de triche, il y a trop de fraude. Fraude sociale, mais fraude fiscale, enfin, voilà, donc il ne s'agit pas ici de prendre parti, mais c'est simplement pour vous expliquer que le rapport des citoyens ou des sujets par rapport à l'administration peut être assez ambivalent et peut être très catégorique suivant la place que vous occupez socialement dans la société, ça c'est clair. Donc, tout dépend de la position, et alors vous allez trouver, et si vous êtes fonctionnaire, c'est pas vous qui allez évidemment taper sur la fonction publique, parce que sinon vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Bien entendu, quoi qu'on peut être fonctionnaire et regretter que certaines administrations soient pléthoriques au détriment de celles dans laquelle on travaille. Là, c'est ce qu'on appelle du corporatisme. Alors, donc, développement de la bureaucratie. Alors, il va y avoir tout d'abord un développement des circonscriptions. Alors, vous vous souvenez, je vous ai parlé tout à l'heure des circonscriptions, ou plutôt des provinces impériales et des provinces sénatoriales. Ici, les circonscriptions vont être revues complètement. Et on va avoir une véritable hiérarchie. Pendant le Haut Empire, vous avez une cinquantaine de provinces. Donc, une cinquantaine de provinces. C'est pas énorme, quand vous voyez la dimension de l'Empire romain, qui va du détroit de Gibraltar à l'Euphrate, ou pratiquement, qui va de la mer du Nord à Assouan, en Égypte, 50 provinces, à une époque surtout où on n'a pas les moyens de communication, de transport d'aujourd'hui, c'est pas énorme du tout. Eh bien, à partir de Dioclétien, je vous le rappelle, c'est l'inventeur d'un nouveau système de gouvernement que l'on appelle la tétrarchie. La tétrarchie, où il y a 2 Augustes et 2 Césars qui se partagent le territoire de l'Empire, parce que tout gérer entre les mains d'un seul homme, c'est plus possible, et que donc il y a 4 capitales. Il y a toujours Rome qui est la capitale officielle de l'Empire, mais vous avez des capitales qui se situent d'ailleurs plutôt près des frontières pour être proches des lieux où l'Empire risque d'être envahi. Donc plutôt sur le Rhin, sur le Danube, dans le nord de la Grèce, dans les Balkans, que comment dirais-je, à Constantinople, que ces Augustes et que ces Césars ont leur capitale pour être proches du terrain et de là où ça se passe. Alors que Rome est centrale, mais est loin, justement, de tout. Eh bien, donc, à partir de Dioclétien, à partir de 285, donc, il y a mise en place d'un système et qui va se renforcer, d'ailleurs, à l'époque de Constance Chlore, non, pas de Constance Chlore, de Constance II, excusez-moi, Constance II, donc au IVe siècle,
un système où on va doubler le nombre de provinces. Donc on va passer d'une cinquantaine à 108. Donc vous mettez x2. Hein? Mais ces provinces, en les multipliant, vont être chapeautées par des instances supérieures. Tout d'abord par des diocèses, qui ont varié entre 12 et 10. Ça va? Donc, je vous donne un chiffre rond, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'en gros, vous avez donc 10 provinces par diocèse, puisque c'est ainsi que... Alors, vous remarquez que diocèse, ça vous fait penser à quelque chose, ça vous fait penser à la géographie administrative de l'Église catholique aujourd'hui, les diocèses. Eh bien, il se fait que l'Église a copié toutes ces subdivisions à partir de l'organisation administrative de l'Empire romain et l'a gardée depuis lors. Donc, quand on parle d'un diocèse à la tête duquel vous avez un évêque, en fait, ce n'est rien d'autre qu'une réminiscence de l'époque où il y avait un évêque chaque fois qu'il y avait un gouverneur. Vous comprenez? Donc, il y avait un parallélisme entre les deux. Mais l'Église est très conservatrice, donc elle a gardé un système qui a maintenant, tenez-vous bien, 1600 ans, si je calcule bien. Et alors, ces diocèses eux-mêmes, qui sont au nombre de 10 à 12, vont eux-mêmes être chapeautés, supervisés par 4 ou 5 préfectures du prétoire. Donc vous voyez que les préfectures du prétoire n'ont plus le même rôle que sous le Haut Empire. Maintenant, ces préfectures du prétoire sont des subdivisions. Autrement dit, si vous faites le calcul, vous avez entre 2 ou 3 diocèses par préfecture du prétoire. Ça va? Vous avez bien noté la répartition? L'essentiel, c'est de retenir qu'il y a une hiérarchisation dans l'organisation du territoire, mais vous savez que quand on multiplie les circonscriptions, il faut des fonctionnaires. Pensez un petit peu à ce qui s'est passé en Belgique. Vous aviez un État central et vous aviez 9 provinces. Maintenant, en Belgique, vous avez 10 provinces plus une région qui n'est pas une province, Bruxelles-Capitale, mais on a créé les régions et les communautés, donc il a fallu créer des postes de fonctionnaires pour les communautés et pour les régions. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans l'Empire romain. Donc, on a dû créer comme ça des tas de postes de fonctionnaires pour gérer toutes ces circonscriptions. Donc, autrement dit, l'Empire va avoir une gestion de plus en plus serrée sur les territoires qu'il domine. Les fonctionnaires, je vous dis, sont de plus en plus nombreux. Mais alors, il y a une question. Et j'en reviens à l'historiographie du Bas-Empire depuis le XVIIIe siècle. Est-ce que ce Bas-Empire a connu vraiment une bureaucratie qui a étouffé l'Empire romain, qui a étouffé l'économie? Eh bien, il se fait qu'il y a des travaux maintenant, depuis une bonne trentaine d'années au moins, qui ont montré que il faut nuancer. Il ne faut pas passer du tout au rien et de dire « mais non, ça n'a eu qu'une influence ». Oui, ça a eu une influence, mais qu'il ne faut pas exagérer. Il y a des travaux, par exemple, alors là c'est un excellent ouvrage, Jean-Michel Carrier d'Aline Roussel, L'Empire romain en mutation, des Sévères à Constantin, qui couvre donc le 3e et la première partie du 4e siècle, publié en Point Histoire. C'est un excellent livre que je vous recommande vivement, je trouve que c'est pas trop cher. Il y a quand même 800 pages, mais bon. Qui fait le point, ou qui faisait le point, parce que c'est vrai que maintenant que je l'ai lu il y a quand même quelques années, il a quand même 15 ans, ce livre, un peu plus de 15 ans. Donc, mais en tout cas, c'était une excellente mise au point avec des interprétations nouvelles qui nous refait considérer complètement l'époque du IIIe siècle, surtout, parce que le IIIe siècle c'était considéré comme la fin de tout, le siècle de l'anarchie, où
pratiquement pendant entre 235 et 285, c'est l'époque où les empereurs se succèdent tous les 3 mois, ils sont assassinés. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler aussi, et c'était considéré comme une période où l'Empire était en crise, pour reprendre le titre célèbre d'un livre de Révaudon, publié dans la collection Nouvelle Clio. Donc on a revu tout cela, mais ce qui est vrai par contre, c'est que à la fin de l'Empire, 4e et 5e siècle, ces fonctionnaires, il a fallu quand même les payer. Donc, il y a eu une augmentation de la fiscalité. Qui dit augmentation de la fiscalité veut dire qu'il y a des contribuables plus nombreux qui ont été mis à contribution, c'est le cas de le dire, mais surtout que ceux sur lesquels reposaient les impôts ont dû payer plus d'impôts qu'avant. Donc ça n'a pas été vraiment l'idéal, en particulier pour les cités qui payaient des impôts élevés. Ça a conduit également à la corruption, ce qui nous fait penser à des États, hélas, ils sont très nombreux dans le monde, mais pensons à des États africains, etc., des États qui avaient été colonisés et qui ont vu à leur tête comme ça des dictateurs qui confondaient allègrement leur caisse privée et la caisse de l'État. Il faut penser à notre ancienne colonie, le Congo, penser à Mobutu, mais il y a des tas d'autres chefs d'État africains, mais pas seulement africains, il ne faudrait pas seulement viser l'Afrique, vous savez, ça existe sur d'autres continents, et parfois, vous savez que même dans nos pays, il y a une certaine affaire, on va le dire récemment, qui laisse planer des doutes sur le caractère incorruptible de certains gestionnaires de parastataux ou pararégionaux. Enfin, je pense à Publifil, évidemment, vous l'aviez en tête. Donc, même dans un pays comme la Belgique, qui paraît au-dessus de tout soupçon, même là, on a quand même des phénomènes assez douteux. Donc voilà, donc le Bas-Empire n'a pas été exempt du tout de cela. Donc phénomène de corruption, phénomène, voilà. Je ne vais pas insister là-dessus. Et j'en arrive à la conclusion. La conclusion, et je l'annonçais dans mon introduction, c'est de savoir si, oui ou non, il y a rupture ou continuité entre la fin de l'Empire romain et ce que l'on appelle habituellement le Moyen-Âge. Donc, c'est-à-dire les royaumes barbares, les Francs, les Visigoths, enfin bref, les Burgondes, les Alamans, etc., les Vandales. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Prenons le cas de l'Empire, du royaume mérovingien, et puis l'Empire carolingien. On remarque en fait qu'il n'y a pas de véritable rupture. Avant, on considérait que tout avait disparu avec la fin de l'Empire romain et que l'administration avait complètement disparu. Ici, il y a un auteur qui a publié il y a quelques années, c'est assez récent parce que c'est quand même très frais dans mon souvenir, en 2013, donc vous voyez, il y a 4 ans. Alors, un ouvrage fondamental et très érudit, Bruno du Mézil, Servir l'État barbare dans la Gaule franque, 4e, 9e siècle. C'est chez Talendier. Alors, dans cet ouvrage, Bruno du Mézil montre qu'au contraire, la fonction publique n'a pas disparu avec la fin de l'Empire romain, mais qu'il y a eu effectivement, comment dirais-je, que les désordres du 5e siècle l'ont incontestablement affecté, mais affecté ne veut pas dire fait disparaître. Et il montre qu'en fait, jusqu'au milieu du 9e siècle, il y a encore des serviteurs de l'État qui a eu plusieurs phases, il en voit 4 en fait, avec le coup fatal finalement, donc au 9e siècle, au milieu du 9e siècle, et encore, il dit entre le milieu du 9e siècle et l'État. Donc il voit une continuité depuis l'Empire romain, donc il n'y a pas de rupture entre l'Antiquité et la Gaule franque, l'Antiquité romaine et la Gaule franque, et il se fait que c'est justement, alors là je poursuis
ce qui devrait être son raisonnement, c'est qu'il dit que l'État, la notion d'État, la notion de service public plus exactement, et d'administration publique, disparaît entre le milieu du 9e et l'an 1000, donc en gros je dirais entre 860, 870, quelque chose comme ça, et 1000, donc pendant cette période de creuse. Mais en fait, il se fait qu'à partir du Xe siècle, et là je poursuis son raisonnement, enfin c'est pas son raisonnement, je poursuis en fait ce qui aurait pu être indiqué, c'est que c'est au Xe siècle que naissent les principautés territoriales, et c'est à partir du Xe siècle qu'on voit naître ou renaître la notion d'État, mais à une échelle plus petite que celle de l'Empire romain. Et les comtés de Flandre, le comté de Flandre et le duché de Normandie constituent à cet égard, à ce sujet, des exemples tout à fait parlants. C'est plus que des exemples, ce sont des initiateurs. C'est qu'à cette époque-là, au Xe siècle, on voit naître ou renaître la notion d'État, sauf que ces États, ce sont dorénavant des comtés, des duchés, donc des petits États si vous voulez, hein, et qu'on voit que des fonctions régaliennes, l'armée, les finances, la justice, même les affaires intérieures et extérieures, sont reprises en main, mais cette fois au niveau de territoires plus petits. Or la question est de savoir si l'administration romaine a-t-elle vraiment disparu un jour? Pour Bruno d'Igmésil, il y a une rupture, je vous ai dit, au Xe siècle, fin 9e, Xe siècle. Mais puisque c'est au Xe siècle qu'on voit renaître justement de nouvelles administrations, mais cette fois à une échelle plus petite, on peut dire d'une certaine manière que l'administration romaine n'a jamais disparu. Et que au Xe et au XIe siècle, ces administrations des princes territoriaux, de ces comtés, de ces duchés, pratiquement indépendants, on peut dire que ce sont des États, on peut dire l'État de Flandre, on peut dire l'État de Normandie, on peut dire qu'à ce moment-là, c'est le début de l'État moderne. C'est le début de l'État moderne, qui va évidemment en France, par exemple, avec Philippe le Bel, au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, va connaître un premier apogée, et alors au XVIe siècle, vous allez avoir les États modernes au sens plein, dont nous sommes immédiatement les héritiers, qui se mettent en place, ou plutôt qui poursuivent une longue tradition. Donc vous voyez, un cours d'histoire n'a pas pour but essentiellement de marquer les ruptures, mais d'étudier les continuités. Et c'est ça le rôle d'un cours d'histoire, c'est de périodiser. Donc il ne faut pas dire que notre administration, c'est celle de Philippe le Bel, c'est celle du comte de Flandre au Xe siècle, c'est celle des rois mérovingiens et c'est celle de Constant II. Constant II, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement il y a des hauts et des bas, mais que quelque part il y a un fil rouge entre tout cela qui est lié à la notion d'État, tout simplement. Dès qu'il y a un État fort, il y a une forte administration, et quand l'État se délite, effectivement, ces administrations font caca, elles ne tiennent pas vraiment beaucoup, mais qu'il y a quand même l'idée qui subsiste. Voilà, il me reste à vous montrer quelques livres. Je vous en ai déjà montré deux. Alors, je vous montre maintenant de Bernard Lançon, l'État romain, 14 siècles de modèles politiques, dans la collection 128 chez Armand Collin. C'est un petit livre très didactique, un vieil ouvrage des institutions politiques romaines de Léon Homo dans l'évolution de l'humanité. Dans la collection U2 Jean Rouget, les institutions romaines chez Armand Collin. Et enfin, Mentalité et institutions politiques romaines de Eugen Titschek, collection plurielle chez Hachette.